à toutes et tous. Donc, cette masterclass va aborder la question du spin-off en romance avec des autrices qui ont déjà publié un ou plusieurs spin-offs chez Hugo Roman. Donc, pour rappel, un spin-off littéraire, c'est un roman qui est centré sur un ou plusieurs personnages secondaires d'une œuvre déjà existante, ayant pour cadre le même univers de fiction. Donc, pour parler de ce sujet aujourd'hui, donc, nous sommes en présence d'Océane Yanem, qui a écrit Janu, le spin-off de Mary Jane. Nous sommes également en présence de Laura S. Wilde, qui a écrit déjà quelques spin-offs chez Hugo Roman, notamment My Crazy Love, le spin-off de la duologie My Escort Love, et plus récemment la série Bodyguard, centrée sur 4 frères et un père. Et enfin, nous serons avec Margherita pour Les Dessous de la Chambre Noire, le spin-off de Nymphéa et la Chambre Rouge. Alors du coup, ma première question va s'adresser plus spécifiquement à Océane et Margherita. Donc quand vous avez écrit Mary-Jeanne et Nymphéa, les personnages de Sian et Joanie pour Mary-Jeanne et de Anton pour Nymphéa étaient secondaires. Donc au moment où vous avez écrit cette première œuvre, est-ce que vous pensiez déjà raconter la suite de leurs aventures, ou bien c'est venu après la publication, quand vous avez eu le retour de vos lectrices qui avaient envie d'en apprendre plus sur eux? Je commence? Alors moi, personnellement, comme j'avais écrit Mary-Jeanne sur Wattpad, au tout début, non, je me disais pas, je vais écrire sur Sian et Joanie, mais au fil des chapitres, quand j'ai vu l'intérêt justement pour ce couple secondaire, je me suis dit, oui, il y a peut-être une histoire à creuser. J'ai réfléchi longuement, qu'est-ce que je vais raconter, est-ce que ça vaut le coup? Et puis finalement, je me suis lancée et je regrette pas. Ok, super. Et pour toi, Margherita? Alors moi de mon côté, le spin-off n'était absolument pas prévu. Au contraire, on m'a posé la question encore après la sortie de Nymphéa et j'arrêtais pas de dire non, non, c'est un one-shot. Il faut savoir que je suis team one-shot plutôt à la base. Et en fait, c'est vrai qu'au tout début, moi, Nymphéa, je l'avais envisagé en 2 tomes, avec même une seconde partie d'intrigue qui finalement n'avait pas été prise dans le premier tome qui a été publié. Et en fait, vu l'engouement des lectrices à la sortie de Nymphéa et plusieurs fois, en fait, on me répétait, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un spin-off sur Anton et tout ça? Et au final, j'ai commencé à y réfléchir. Et comme j'avais déjà des petits éléments d'intrigue qui étaient prévus dans ma tête, et tout a commencé à se mettre en place. Et en fait, après, quand j'ai commencé à réfléchir à l'histoire, ça m'a paru évident. Et pareil, comme Océane, aujourd'hui, en fait, je crois que je préfère même le spin-off à l'histoire originelle. Donc voilà, je regrette pas du tout non plus. Donc finalement, les personnages ont su conquérir vos cœurs. Exactement. Ok. Et pour toi, Laura, on va parler du cas de Bodyguard. Alors c'est un peu différent parce qu'il y a 5 tomes, donc ça s'apparente à une série, mais chaque tome est sur un personnage, un des frères, avec sa propre histoire d'amour. Et est-ce que quand tu as écrit le premier tome, tu pensais déjà raconter les aventures de ses frères, les frères de Lennon, ou alors est-ce que c'est venu pareil après publication, ou alors quand tu étais en train encore d'écrire le manuscrit, le premier jet? Moi, non, au départ, c'était 4, c'était que les frères. Et puis, en fait, au fur et à mesure des publications, à ce moment-là, je me suis rendu compte que, très égoïstement, j'avais pas envie que la série se termine. Et en même temps, j'avais une idée, j'avais envie d'écrire l'histoire des parents, mais elle n'était pas assez longue pour faire un tome entier. Et j'avais envie de les retrouver plus tard, mais c'était pas assez long pour faire un tome entier. Du coup, j'ai dit, je fais 2 en 1. Et à partir du moment où le 4e tome est sorti, je savais qu'il y en aurait un 5e et je l'ai écrit presque tout de suite. Et voilà. Et je pense que c'est le tome qui... Ah, c'est pas le mien. Et je pense que c'est celui vraiment qui conclut totalement. C'est celui qui manquait et que voilà, je savais pas qu'il le manquait, mais il le manquait. Et tu as choisi le personnage du père pour conclure la série parce que justement c'est un personnage apprécié des lecteurs, ou alors est-ce que c'était un de tes personnages que tu aimais toi? C'est parce que c'est devenu le père de la patrie, donc il fallait l'écrire. Et non. Et en fait, c'est avec son histoire, on revient sur tout le début, comment il a créé tout ce qu'il a créé. On découvre comment il en est arrivé là. Et en fait, c'est comme une passation de flambeau à ses enfants. Et voilà, c'est dans la donc en fait, on revient en arrière pour tout conclure à ce moment-là. C'est le tome que j'ai préféré écrire des 4. Ok, donc finalement, vos spin-offs, c'est des tomes que vous avez adorés. Ok, super.
Oui. Donc, mais alors, est-ce que c'est les caractères des protagonistes qui vont le plus toucher, ou c'est ce que ça pouvait aussi permettre d'écrire en termes de tropes, en termes de développement d'intrigue? Je commence si vous voulez. Ouais. Effectivement, moi, déjà de base, dans Nymphia, le personnage d'Anton, c'était mon personnage préféré. C'est vrai que bon, en fait, la première version, il était plus présent déjà dans Nymphia. À la réécriture, vu qu'on se centrait sur Mathieu et Roxane, le couple phare, du coup, il a été un peu effacé. Et du coup, effectivement, je voyais aussi beaucoup de potentiel dans ce personnage. Je pense que c'est un personnage, en plus, en new romance, qui casse un peu les codes. Enfin, c'est un personnage qui est bisexuel. Qui est à la fois très ténébreux dans le sens où il est assez torturé et en même temps c'est quelqu'un de très solaire et du coup je trouvais ça très intéressant de creuser un peu ces contrastes et du coup voilà, après toute l'intrigue aussi elle est née par rapport au fait que Nymphia, en fait, il y avait toute cette histoire avec une fin qui n'était finalement pas tellement fermée. Je me suis rendu compte après coup que j'avais fait une fin qui restait quand même un peu ouverte. Et du coup, c'est pour ça que moi, le spin-off, je le présente en disant qu'il fait un peu office de suite aussi, parce que ça se déroule 6 mois après la fin de Nymphia à la Chambre Rouge. Et en fait, on voit un peu les conséquences de tout ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc on suit un peu, on retrouve tous les personnages aussi. Donc il y a un peu une continuité quand même. C'est pas tellement un spin-off indépendant. Oui. Très bien. Et pour vous, les filles? Alors moi, personnellement, ce qui me plaisait dans l'idée du spin-off, c'est qu'on a une vision de l'histoire d'amour de Sian et de Johanny complètement faussée par les perceptions d'Olaïna et de l'entourage. Et je me suis dit que ça serait marrant de voir qu'il y a toujours 2 versions à une histoire et que le méchant, d'un autre point de vue, peut être le gentil en fonction de ses pensées, comment on le développe. Et j'ai trouvé ça marrant de dire attention, il y a toujours 2 versions à une histoire et peut-être que ce que vous entendez n'est pas ce qui a été ressenti. Donc voilà, c'était mon petit challenge. Ouais. Et pour toi, Laura? Moi non, comme je l'ai dit, c'était vraiment égoïstement pour moi parce que j'avais envie de continuer avec eux, peut-être éventuellement parce qu'au bout de 2 tomes, on me disait déjà il y aura un 5e. Alors bon, voilà. Mais non, vraiment, c'était vraiment parce que je voulais conclure d'une autre façon. J'avais pas envie de les quitter tout de suite. Et puis voilà. Puis je pense que ça a plu quand même d'avoir un 5e. Et voilà. Enfin, je crois. Ouais. Toi, ça t'a plu en tout cas. Moi, j'ai adoré en tout cas. C'était vraiment génial. C'est le principal. Mais du coup, en termes de processus d'écriture, est-ce que le fait de retrouver un univers que vous connaissiez déjà bien a modifié votre façon d'écrire par rapport à quand vous écrivez par exemple des stand-alone ou que vous écrivez des nouveaux univers? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Alors moi, personnellement, non. Je l'ai envisagé comme un one-shot complètement indépendant. Enfin, il n'y a pas obligation de lire Meridian pour comprendre Jianu. Et oui, ça a commencé comme une histoire classique. Je me suis dit, allez, je me pose, je fais mon plan et j'y vais. Après, c'est plus facile parce que j'ai moins à développer certains traits de caractère de personnages secondaires, parce qu'ils sont connus pour la plupart. Mais sinon, non, comme un livre classique. Ok, comme un livre classique. Et est-ce qu'il y avait quand même le challenge en parallèle de continuer un petit peu à développer l'histoire des personnages principaux de Meridian? Alors oui, je l'ai fait par petites touches, juste pour qu'on les retrouve dans la suite, parce que ça se passe 1 an plus tard, il s'est passé énormément de choses, et je trouvais ça marrant de conclure un petit peu leur histoire en mode happy end, leur offrir un beau final. Oui. Pour ma part, pour répondre, moi, ça a été l'enfer. Vraiment. Moi, l'écriture du spin-off, c'est le premier spin-off que j'écrivais. Et ça a été l'enfer parce que je me suis mis beaucoup de pression. Parce que déjà, c'était pas prévu. Donc, en plus, je me suis mis la pression toute seule parce que personne n'était au courant, enfin, à part mon éditrice, qui, pareil, m'a pas du tout mis de pression. Elle m'a dit, c'est comme tu le sens. J'étais hyper inspirée, mais en fait, j'ai été vraiment très stressée de justement réussir à retranscrire l'univers et l'ambiance très particulière qu'il y a dans Nymphia. Qu'on la retrouve mais sans faire pareil et faire en sorte que du coup que ça plaise aussi aux lecteurs et lectrices et qu'on retrouve un peu cette fibre qu'il y a dans Nymphia tout en voyant d'autres choses, en développant d'autres thèmes. Et du coup pour moi ça a été un vrai casse-tête. Donc j'ai beaucoup souffert pendant l'écriture de ce roman. Voilà, mais ça en valait la peine, mais j'ai beaucoup souffert, donc c'était tu l'as écrit en combien de temps moi les premiers jets je les écris en 4 mois à peu près, donc mais en fait, j'ai souffert du début à la fin. C'était une longue souffrance. J'ai toujours un degré de souffrance quand j'écris, mais là, c'était particulièrement compliqué. Mais pour moi toute seule, vraiment, personne ne m'avait rien dit, quoi.
Non, parce que vu que je l'ai écrit presque après la sortie du tome 4, j'étais encore complètement dedans, donc j'ai pas vu de changement du tout. Et effectivement, je connais les personnages par cœur, c'est les mêmes. Ouais. Donc voilà, ça n'a absolument rien changé du tout. Mais il n'y avait pas quand même le petit challenge de se dire je conclus quand même la série. Ah ben oui, ça a été beaucoup de larmes, oui, ça je dis pas. Oui. D'émotion. J'ai repoussé les dates, même quand il était prêt, qu'il était fini, je disais à mon éditrice qu'il n'était pas fini parce que Bien sûr. Donc, on a une relation comme ça, alors c'est pas grave. Et non, mais voilà, ça a été difficile, mais en plus parce que c'est une série qui a marqué beaucoup. Alors du coup, c'est d'autant plus difficile pour beaucoup de monde, mais voilà, ça y est, c'est fait, c'est fini. Voilà. Il n'y a pas un tome 6 non, il n'y a pas de sur la mer, sur le cousin Germain. Alors, je peux pas spoiler, mais c'est impossible sur la mer. Ah. Donc pas de spin-off du spin-off. Pas de spin-off du spin-off. Et puis après, je pense qu'on est très vite au tome de trop. Et on est très vite à passer de la série à... on peut plus la voir en peinture parce que ce tome-là a fait qu'on en garde un mauvais souvenir. Voilà. Et je pense que c'est bien de s'arrêter là. Ok. Une petite nouvelle sur Voldemort. Moi, si on me demande, Voldemort, il peut avoir une série à lui tout seul. Hein. Mais j'ai un souci, c'est qu'au niveau des noms déposés, le nom ne m'appartient pas déjà. Et si vous voulez, j'ai pas forcément envie de me retrouver en procès avec J.K. Rowling. Parce que je veux bien faire des choses, mais ça, voilà. Donc, non, on va pas aller plus loin. Voilà. Okay. Il restera dans Bodyguard. Il était fait pour Bodyguard. C'est ce qu'on peut. Et pour vous, du coup, Océane et Margherita, est-ce que ces univers que vous avez développés avec Nymphéa et l'univers de Mary-Jane, avec tout ce qui s'englobe, Las Vegas, tout ça, c'est des univers que vous aimeriez explorer par la suite, quitte à retrouver une nouvelle bande de personnages, par exemple, ou alors pour vous, c'est pareil, après le spin-off, c'était fermé, vous avez envie d'explorer autre chose? Vas-y, si tu veux. Moi, personnellement, dans Janu, j'ai ouvert la porte pour le spin-off du spin-off. Ah. Mais je ne sais pas si je sauterai le pas, mais j'avais bien envie de faire aussi, du coup, la sœur aînée, parce que c'est une fratrie. Oui. Mais moi, j'ai un souci de planning, parce que le spin-off du spin-off, il faut le caler quelque part. Et c'est juste, est-ce qu'il y aura encore l'intérêt au moment où je peux le publier? Ça, je ne sais pas. Mais je ne me suis pas totalement fermé la porte, moi. Donc, tu as laissé une ouverture dans le livre? Ouais, j'ai laissé une ouverture. C'est la pire des choses. Parce que je me dis, parce qu'ils vont jamais te lâcher. Mais j'aime qu'on me pousse au défi. Ils vont jamais te lâcher. On verra en 2027. Et je parle en connaissance de cause. Depuis 2018, on ne m'a pas lâché. D'accord. Tu as ouvert une porte que tu n'as pas pu refermer. Je n'ai jamais fermée. Et que je ne fermerai jamais. Et j'essaie de le dire, mais non, on ne me lâche pas. J'ai pris un risque. Et pour toi, Margherita? Non, moi, c'est mort. Okay. Clairement, ah non, moi j'ai conclu, j'ai fait un petit chapitre bonus qui se passe 4 ans après en mode épilogue pour tout le monde pour dire au revoir. J'ai versé ma petite larme, je l'ai fait pour me faire plaisir aux lecteurs et lectrices, mais là non, c'est fini. Écoutez-le, c'est fini. On passe à autre chose. Et... Fin des souffrances. Ça va. Non mais justement, est-ce que vous aviez... est-ce que vous aviez quelques craintes avant d'écrire le spin-off par rapport à la réception du lectorat, notamment ceux qui avaient apprécié le premier couple? Est-ce que, comme vous saviez qu'il y avait des attentes, est-ce que du coup ça mettait une pression supplémentaire? Ou alors vous vous focalisiez vraiment sur l'écriture et vous disiez ça on verra après par la suite? Moi, je suis partie du postulat, ça marchera pas. Ah bon? Comme ça, voilà. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je le savais. Ok. Et je suis pas déçue. Oui, il y a toujours une pression énorme parce que Mary-Jane, je sais que il avait une intensité et une relation particulière que je voulais pas du tout pour le spin-off. Donc je me suis dit, je vais prendre le contre-pied de Mary-Jane. Soit ça passe, soit ça casse. Ok. C'est passé pour l'instant. Croise les doigts. Moi, je pense que j'ai un peu répondu, du coup. Non, moi, beaucoup de pression, effectivement, parce que je me disais qu'il y aurait pas mal d'attentes, parce qu'on me le demandait beaucoup. Oui. C'est pour ça que je l'ai gardé secret longtemps. J'avais fait l'annonce de la sortie du spin-off au FNR l'année dernière. Et c'est vrai que voilà, je me disais il va y avoir beaucoup d'attentes, la difficulté vraiment de trouver où placer le curseur entre on retrouve l'univers et les codes, mais on fait quelque chose de différent pour pas que ça soit répétitif. Donc voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Et bon, au final, j'étais quand même satisfaite du résultat, donc ça valait quand même le coup. Ouais.
Non, pas de pression. C'est détendu. Parce que encore une fois, j'étais dans ma bulle égoïste, donc oui, je l'ai fait. Et puis non, pas de pression. Et c'est après eux que la pression est arrivée, bizarrement. Ah oui, après la publication, pas du retour, et c'est toujours le cas, c'est la pression du... Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ouais, qu'est-ce que j'écris après ? Oui. Qu'est-ce que je fais après eux ? Oui, forcément, Qu'est-ce que je trouve ? Alors j'ai fini par trouver, mais c'est la pression. Voilà. Okay. Je suis d'accord. C'est super intéressant parce qu'on voit, selon les expériences d'autrices, vous avez une vision aussi différente sur certains points qui se rejoignent sur d'autres. Et donc voilà, chaque œuvre est unique. Mais je pense que nous, la vision qu'on a de notre livre et de nos personnages, des fois, si les lecteurs le savaient, vraiment, je pense que pour certains, vous seriez perturbés. Mais bon, voilà, c'est tout. Je voulais pas plomber l'ambiance. Ok. Et du coup, donc, là j'ai un petit peu ma réponse par rapport à ce que vous m'avez dit. Donc pour toi, Margherita, écrire un spin-off, ça a été plus difficile qu'écrire en stand-alone ou que se lancer dans un nouvel univers. Et pour vous, les filles, finalement, ça a été dans la continuité de ce que vous aviez l'habitude de faire. Et après, par rapport à tout ce qui est justement couverture, par exemple, quand vous avez fait la couverture de vos livres, vous deviez proposer quelque chose de nouveau, tout en gardant une cohérence par rapport au titre d'origine. Donc, est-ce que ça vous a amusé ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous aviez peur d'être un petit peu lassé, de vous dire je dois rester dans des codes que je connais Moi, personnellement, j'ai adoré. J'avais déjà adoré la couverture de Méridiane. J'ai dit, moi, je veux des papillons et du rose. Et ils m'ont donné des papillons et du rose. T'avais déjà tes petites idées moi, oui. Mais moi, j'avais adoré la couverture de Méridiane. Je trouvais que c'était la plus belle. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux ? Et j'ai trouvé qu'ils avaient fait mieux. Ouais. Top. Bah, moi aussi, pour le coup, pour la couverture, c'était la seule partie vraiment facile. Il en faut. Voilà, parce que la couverture de Nymphia à la Chambre Rouge, c'est quand même assez particulier, avec des silhouettes en fond, des couleurs, des dégradés comme ça. Et en fait, on voulait reprendre le même code pour le spin-off. Donc en fait, on avait déjà trouvé la photo, même avant que je démarre l'écriture du tome, spin-off. Donc on avait déjà la photo parce que ça continuait un peu la collection. Et il fallait juste choisir un peu en gros les couleurs qui se différenciaient. Et par contre, ce qui a été plus compliqué, ça a été moi pour trouver le titre du spin-off, pour rester un peu dans la même veine, pour qu'on comprenne un peu, sans que ça, que ça se différencie aussi. Ça, c'était un peu plus compliqué. Mais la couverture, par contre, non, c'était très cool parce que pareil, j'ai adoré aussi la couverture de Nymphia. Et je trouvais ça très chouette. Elle se complète super bien et je trouve que les deux couvertures à côté dans les librairies, elles sont trop belles. Donc, ouais, c'est vrai, ça se marie bien. Mais du coup, pour le titre, ça s'est passé comment ? T'as fait des brainstorming, t'as écrit plein de mots alors ça aussi, ça a été l'enfer, vraiment. Parce qu'en plus, moi, je sais pas pour mes collègues autrices, mais moi, d'habitude, quand je démarre un roman, j'ai déjà le titre. Franchement, je change quasiment jamais mes titres. Je les ai quasiment depuis le début à chaque fois. Nymphia à la Chambre Rouge, c'était mon titre initial, même à l'époque où il participait à Fixia au concours. Et là, en fait, du coup, je ne l'avais pas du tout, j'avais rien. Et on a fait des milliards de brainstorming. J'ai fait des brainstorming avec mon éditrice, avec mon groupe d'écriture, avec mes copines. Et en fait, vraiment, j'arrivais pas à trouver un truc, à être satisfaite. Ça a été très long. Et on a trouvé le titre, je crois, 2 semaines avant qu'on commence à créer la couverture, quoi. Donc, c'était un peu temps d'y arriver. Oui, pour pas. Ouais, c'était assez long. Et pour toi, Laura, pas de problème de titre, a priori. Mais par contre, justement, c'est aussi un challenge parce que toi, c'était une couve, donc le même principe, mais à différencier sur quand même 5 tomes. Donc pareil, est-ce que ça s'est fait, ça a coulé de source, ou est-ce qu'il y a eu une réflexion assez poussée au départ pour se dire qu'est-ce qui peut se décliner, quel a été sur le tome 5 ou sur toute la série ? Sur toute la série. Alors, généralement, comme je fais mes plannings d'écriture longtemps à l'avance sur plusieurs années, je sais, je commence à penser aux couvertures longtemps à l'avance aussi. D'accord. Et du coup, c'est aussi pour ça si vous voyez comment elles sont, qu'elles ressemblent à ce qu'elles sont, parce que j'ai commencé à y penser avant, quand on n'avait pas encore switché sur les couvertures qu'on connaît aujourd'hui en romance, d'accord ? Maintenant, c'est fait. Et il n'empêche que dans leur catégorie, je trouve qu'elles sont pas mal. Quand même. Et donc, on a commencé, ça a été surtout avec les couleurs, parce que je voulais que dans la bibliothèque, ça fasse
Voilà, un beau dégradé de couleurs. Et je me suis rendu compte après que une fois que Quill avait aussi sorti tous ces tomes, qu'on avait le même code couleur. Pas dans les mêmes tomes, mais qu'on avait le même code couleur. Et du coup, pour le tome 5, la question effectivement ne s'est pas posée. J'ai seulement dit je veux du bleu. Et j'ai eu, comme toi, j'ai eu du bleu. Voilà. Ça va. Mais sinon, le reste, ça s'est fait assez facilement. De toute façon, le titre... voilà, je voulais un titre, quoi qu'il arrive, où à partir du moment où on lit le titre, on sait de quoi on va parler, on sait ce qu'on va lire. Quand on voit Bodyguard, généralement, on sait qu'on va pas se retrouver dans la prairie. Enfin, bref. A priori, non. Je voulais que ce soit limpide, voilà. Oui, avec le prénom du héros du tome. Et le prénom, voilà, exactement. Et pour toi, Océane, du coup, on n'a pas parlé du titre. Mais Janu, j'imagine que tu l'avais déjà en tête. Ah non, pas du tout. Non. Quand j'ai commencé, Meridian s'appelait Sex List. Et donc, l'autre s'appelait Love List. Et quand j'ai dû retransposer, comme c'est des surnoms indiens, je n'avais pas énormément de choix. Donc, et je trouvais à la base que Janu ressemblait trop à Meridian. Et je m'étais dit, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus différent. D'accord. Et finalement, comme ça ressemblait à Joanie, et qu'il y a dans le livre il y a un peu une méprise, enfin des fois elle ne sait pas si il la surnomme ou si c'est son prénom qui veut dire, donc je me suis dit non, finalement on va garder ça même si ça n'aurait pas été mon premier choix. Ok, donc finalement c'est Meridian qui a joué sur le... Oui. En fait, quand j'ai changé et que j'ai mis Meridian, je me suis dit ah oui, il faut aussi que je change l'autre parce que Love List n'avait plus du tout sa place. Et oui. Et après, tout à l'heure, on parlait des personnages. Mais est-ce que, si un jour vous écrivez un autre spin-off d'un autre univers, est-ce que vous pourriez écrire un personnage que vous n'avez pas aimé pour justement développer son intrigue? Est-ce que ça serait possible? Alors moi, le tome 3, c'est sur un personnage... Enfin, le tome, si je l'envisage un jour, c'est sur un personnage qui est détesté. Non, là, tu viens de le dire. C'est plus la porte ouverte. T'as vraiment fait porte ouverte à tout le monde. Là, on y va. Je l'ai commencé, c'est ça le problème. Je l'ai commencé, j'ai le résumé, j'ai tout. Mais j'ai pas de place au planning. C'est ça le problème. Et oui, non, c'est sur un personnage que tout le monde déteste, que même moi, je ne porte pas dans mon cœur. Mais j'adore les chippies. Donc j'ai envie de raconter l'histoire d'une chippie. Voilà. Pareil pour moi, pour le coup. Là, c'est sur le roman que je suis en train d'écrire et qui va paraître en mars. Je n'ai pas dans l'idée d'écrire un spin-off, mais je me suis dit, si je devais écrire un spin-off, par contre, il y a un personnage que je déteste particulièrement et que tout le monde va détester. Et je me disais, ça pourrait être un challenge hyper intéressant d'essayer de le retourner complètement pour que ça soit un book boyfriend. Mais alors, il y a un sacré challenge quand même, donc je sais pas. C'est pas sûr, hein. Mais c'est intéressant. Okay. Moi, je pense pas. Enfin, déjà, je sais pas si j'ai un personnage que je déteste. Parce que généralement, si je les déteste, soit il y a un accident, soit ils meurent. Donc, ils font pas ou alors, je leur donne le prénom de quelqu'un que j'aime pas, et après, il se passe des choses. Mais là, en y pensant, je pense pas que j'ai un personnage que je déteste. Et franchement, plus de spin-off pour une période indéterminée. Voilà, on s'est mis un peu non. Pour l'instant, non. Enfin, en tout cas, je pense pas. Pour l'instant. Enfin, on verra. Mais non, mais je rigole. Elle a dit, je pense pas. On est passé de non à mais peut-être. Vous engagez là. Et du coup, en quelques mots, qu'est-ce qui vous a le plus enthousiasmé dans l'écriture de vos derniers spin-offs publiés chez Hugo? Moi, c'était les personnages et les tropes, en fait. Parce que du coup, j'ai testé des tropes aussi que j'avais jamais exploitées, notamment le côté proximité forcée avec la colocation, le trope bodyguard, mais au féminin, de mon côté. Oui, parce que fais gaffe. Ah bah oui. Mais Elena, elle pourrait très bien venir compléter l'équipe. Hein. Ça, pas de souci. On verra. C'est ça. On pourra faire un petit entretien d'embauche. C'est ça. Donc c'est vrai que c'était surtout ça qui m'avait bien emballé, quoi. Ouais. Malgré la difficulté sur le moment. C'est ça. Malgré la souffrance. C'est des bons souvenirs. J'ai quand même retiré un peu de plaisir. Ça paraît étrange à dire, mais voilà. C'était quoi déjà la question? Alors, je n'osais pas la demander. Je voulais que tu le fasses pour moi. Ok. Non, c'était justement dans l'écriture donc, de vos derniers spin-offs publiés chez Hugo. Qu'est-ce qui vous a le plus enthousiasmé? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience?
Ah ok. Moi personnellement, c'était vraiment le côté retrouver la trame que j'avais fait pour Méridienne, le point de vue féminin dans le présent et le point de vue masculin dans le passé. Ouais. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant et j'avais envie de refaire parce que je trouve que ça apporte quelque chose de plus mystérieux. Enfin, on n'a pas les pensées du personnage masculin dans le présent, donc on ne sait jamais trop à quoi il pense et on se dit mais comment il a pu faire autant de la merde pour en arriver là. Donc j'adore le petit challenge. Okay. Oui, ben moi c'est parce que je l'ai découpé en 3, c'est-à-dire qu'on a la partie du passé, on a après une partie au présent et ensuite on fait un bond dans le futur. Et en fait, je trouvais que j'avais jamais fait une histoire où vraiment on suit. Et alors sans trop spoiler, vu qu'on sait ce qui se passe avec la première partie, c'était difficile de me dire comment je vais faire en sorte, malgré la conclusion qu'on attend. De les rendre, je suis obligée de le dire, de les rendre vivants en fait, de les rendre, voilà, et comment, et en fait, je pense que c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Donc on fait un bond en 1996. Oh, c'est loin pour certains. Donc non mais je dis merci, mais je me compte dedans. Hein. Tous ceux qui ont moins de 20 ans, on veut pas vous entendre hein, déjà. Commencez. Si vous lisez, vous allez découvrir un monde, vous allez vous dire waouh. 96 quoi. Et ensuite, je vous amène au présent et après, je vous emmène dans le futur. Voilà. On fait tout ici. On fait tout. Donc c'était un peu un défi d'écriture aussi. Oui, et de pouvoir traverser comme ça. Et puis finalement, ils sont tous là, même ceux qui ne sont plus là, finalement, ils réapparaissent. Donc, ouais. Oui, donc finalement, l'écriture d'Espinasse, ça vous a permis aussi de tester des choses que vous n'aviez pas forcément fait et ça vous laissait cet espace de liberté, en quelque sorte. Oui, après, comme je disais, comme c'était au départ, vraiment, j'avais envie de le faire pour moi. Je me suis même pas posé de questions. Je me suis dit autant faire quelque chose que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Et voilà. Et je vais vraiment me faire plaisir là-dessus. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des auteurs, autrices qui justement auraient envie de développer un univers, leur propre univers littéraire ? N'ouvrez jamais la porte. Ok. Fermez tout à double tour quand vous partez parce que franchement, voilà, moi, c'est mon seul conseil, vraiment. Ne commencez jamais parce qu'après on ne s'arrête plus. On trouve toujours le moyen de dire oui, mais lui il peut être intéressant, oui, mais et après, comme elle dit, on n'a plus de place au planning et on fait plus. Voilà. Moi, de manière très pragmatique, ça pourrait être de bien connaître votre univers, donc voilà, de prendre des notes, de faire des fiches. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup par plan. J'ai besoin de me noter tous les trucs parce que sinon, j'oublie. J'ai une mémoire terrible, notamment sur les noms. Donc, quand des fois, c'est des personnages secondaires, voilà, je me suis jamais lancée dans une saga, dans une série d'autant de tomes. Mais alors, je pense qu'il faudrait que je fasse 140 fiches pour me souvenir de tout, de qui faisait quoi. Donc, voilà, l'idée, c'est de réussir à garder la cohérence aussi globale pour pas qu'il y ait des petites erreurs d'un tome à l'autre ou d'un spin-off à l'autre, quoi, je pense. Moi, je dirais de ne pas le commencer tout de suite après, parce que des fois, on est enthousiasmé par son propre projet, on se dit « Ah oui, lui, je veux trop parce que je l'aime bien », puis finalement, on se rend compte qu'on n'a pas forcément d'histoire à développer, et on le fait juste par sentimentalisme plutôt que par réelle nécessité. Donc, ne pas le commencer direct après, bien réfléchir, regarder si l'histoire, elle est cohérente et si elle amène quelque chose. Je rebondis là-dessus parce que ça marche pour les spin-offs, mais ça marche surtout puisque j'ai fait l'expérience de me lancer dans un roman que j'avais imaginé en quelques jours, où je me suis dit l'idée du siècle et tout, et en fait en 3 semaines l'idée du siècle elle était partie. Okay. Et je l'ai écrit quand même dans la souffrance. Quand tu parlais de souffrance tout à l'heure, c'est une souffrance absolue. Okay. Comme je le disais hier, j'ai l'impression que ce livre ça a été un blackout. Je ne sais pas qui l'a écrit, c'est moi, hein, mais... Voilà, et du coup, je l'ai quand même fait. Donc, assurez-vous que votre idée, elle est assez germée. Parfois, on veut aller trop vite et qu'elle est assez germée et que, quitte à dérouler le fil longtemps dans votre tête, parce que ça va changer, ça va finir par changer. Donc, voilà, prenez vraiment votre temps. Il n'y a rien qui presse. C'est quel livre ? Ça s'appelle « À tous les cœurs que j'ai brisés ». J'ai envie de le lire maintenant. Et c'est devenu... Pendant très longtemps, on a eu une relation pas saine, tous les deux, puisqu'à chaque fois que je le voyais, j'avais envie de pleurer. Et vraiment, des fois, je l'ouvre et je lis quelques extraits. Je me dis comment j'ai réussi à écrire, alors que vraiment, c'est un flou total. Je sais vraiment pas. En fait, je connaissais pas assez les personnages. Il faut dire qu'au départ, pardon, je raconte ma vie 3 secondes. Non, mais il faut dire qu'au départ, j'ai une famille spéciale et j'ai rencontré une de mes cousines que j'avais pas vue depuis un petit moment et on a parlé et sur une réplique qu'elle m'a dit qui m'a fait rire, elle m'a dit pas capable d'en écrire un livre.
Porte ouverte. Pensez bien que PACAP, moi je n'ai entendu que ça. Donc à partir d'une réplique qui se trouve d'ailleurs à la toute fin. C'est juste une phrase, d'accord? Elle est là. Mais du coup, j'ai gagné mon pari. Et je suis plutôt fière de moi. Mais voilà, ne faites vraiment pas ça. Parce qu'après, on se retrouve dans des... Et c'est très douloureux. Mais malgré tout, vous l'avez apparemment beaucoup aimé. Donc écoutez, tant mieux. Et après, peut-être pour terminer par rapport à la question, n'hésitez pas justement aussi à parler de votre idée autour de vous. Moi, je sais que voilà, j'ai une team d'écriture avec qui on se retrouve, avec qui on échange beaucoup. Même des fois d'en parler avec vos proches, d'exposer un peu vos idées, de faire un peu des espèces de brainstorming. Si vous bloquez à certains moments, que vous n'avez pas trop les éléments de l'intrigue ou que vous voulez développer des choses, d'en parler avec d'autres personnes, moi je trouve ça toujours enrichissant parce qu'on a d'autres points de vue et ça permet aussi de pousser sa réflexion vers des chemins qu'on n'avait peut-être pas forcément envisagés. Alors moi, je fais jamais ça. Ah ouais. Moi non, jamais. J'ai mon idée. C'est mon idée. Je la pousse jusqu'au bout. Après, quand j'ai des points d'hésitation, je pose des questions, je demande des conseils, mais je déteste qu'on me dise, qu'on me mette des freins, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Là, je l'ai expérimenté récemment. On m'a dit non, pas cette fin, on fait pas de sad end. Ah, je me suis retrouvée avec un tome que je ne sais plus comment écrire. Ah ouais. Ah, du coup, ça t'a bloqué? Ah ouais, ça m'a bloqué. On a tellement de points de vue extérieurs, on pense tellement tous différemment, Ouais. que moi aussi je fonctionne un peu comme Océane et je me dis j'ai pas envie d'avoir l'avis des autres parce que si je commence à prendre en compte tout le monde, je vais écrire leur histoire à eux et moi je vais m'oublier. Exactement. Et si je dois me tromper, je préfère me tromper toute seule, voilà, et me dire c'est sur moi. Généralement je me trompe pas. Alors qu'elle vient de dire qu'elle a vécu l'enfer avec un livre, mais bon. Non, mais moi aussi, je suis assez comme toi là-dessus. Ouais, puis après, même si on s'est trompé, au pire, on en est fier parce que c'est l'histoire que je voulais raconter, voilà, tout simplement. il fallait qu'elle sorte de cette façon. Exactement. Mais alors après, je demande pas l'avis de 15 personnes. Hein. Enfin... Non, mais on est contre toi, on est contre toi. On te le dit, voilà. Non, mais moi, je trouve ça intéressant parce qu'au final, j'écris quand même l'histoire que j'ai envie d'écrire, mais je soumets par exemple un pitch initial et après, on me pose des questions sur des choses qui sont pas claires, on me pousse à réfléchir plus à des choses. Un pré-travail éditorial, du coup, un petit peu. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'aime bien un peu brainstormer aussi sur mes idées pour savoir est-ce que ça peut plaire à 2-3 personnes de confiance en amont. Ça m'aide aussi à me rassurer. De toute façon, on travaille tous d'une façon différente. Il n'y a pas de... Ouais, totalement. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit il n'y a pas de problème. Mais reste dans ton coin, hein, c'est pas grave. Moi, je suis seule. On est seul à deux. Voilà, on est seul à deux. Mais parce que du coup, Margarita, t'as des bêta-lecteurs? Pas à chaque fois, mais j'essaye quand même, ouais. Oui, t'aimes bien. Et vous, les filles, justement, vous avez votre idée. Vous allez jusqu'au bout de votre manuscrit, de votre premier jet. Et après, quand tout est écrit, là, vous le montrez à des personnes de confiance ou à votre éditeur? Moi, j'écris sur Wattpad. Donc forcément, j'ai les retours à en chaud. direct. Moi, la quasi-totalité de mes romans, je les mets sur Wattpad. Après, j'ai des copines, des bêta-lectrices qui le lisent. Mais même quand elles me donnent leur idée, j'écoute pas. Donc Ah, d'accord. J'aime bien avoir leur point de vue, mais ça reste mon histoire, en fait. Et même quand tu as du coup tous les commentaires sur Wattpad, parce que ça permet d'être vraiment en contact de son lectorat, tu les gardes dans le coin de ta tête, mais tu continues quand même sur ta mais en fait, comme c'est chapitre par chapitre, c'est à chaud. Ils n'ont pas la vision d'ensemble. Donc des fois, par exemple, c'était pour L'Art du trompe-l'œil avec Jennifer. Ils n'aimaient pas un personnage vraiment dès le début, et à la fin, ils ont fini par l'adorer. Alors que si j'avais écouté les critiques, ça n'aurait jamais été. Oui, et ton histoire n'aurait pas été ton histoire. Exactement. Okay. Après, moi, c'est bêta lecture, mais quand le manuscrit est fini. Pas au fur et à mesure, par contre, ça, c'est pas possible. Mais tu vois, par exemple, du coup, on disait que j'avais souffert sur l'écriture du spin-off. C'est le seul manuscrit où j'ai pas eu de bêta lecteur. D'habitude, j'en ai au moins un ou deux, et là, j'avais juste l'avis de mon éditrice. Alors, en plus, j'ai eu un travail éditorial un peu compliqué parce que j'ai changé d'éditrice au milieu. Et du coup, j'avais personne pour me dire est-ce que finalement, enfin, en dehors d'un seul point de vue, quoi, est-ce que finalement ça collait ou pas. Et du coup, moi, ça me permet un peu de me rassurer aussi d'avoir un ou deux avis de bêta-lecteur. Okay. Moi, non. J'écris, je fais mon premier jet, je le relis, je l'envoie à mon éditrice. Ok. Et du coup, le travail se fait à deux, donc toi. Et du coup, après, elle m'appelle, soit elle me dit c'est génial, soit elle me dit faut tout refaire. Non, généralement. Après, voilà, moi je fais une première lecture, mais vraiment, c'est. Comme je disais, en fait, je suis tellement vu que je les pense longtemps à l'avance. Je n'écris que quand je suis sûre, à part ma faute de la dernière fois, mais que quand je suis sûre que l'histoire elle est assez déroulée dans ma tête. Donc. Ouais.
pour moi, j'ai déjà avancé sur le truc. Et vraiment, comme je lui fais entièrement confiance, ça fait 8 ans, et ça fait 8 ans que je travaille avec elle. Ouais. À partir de ce moment-là, quand je suis sûre, après ma relecture, je lui envoie directement. C'est elle mon bêta-lecteur et mon éditrice en même temps. Ouais. Et personne d'autre. C'est ta boussole, ton phare dans la C'est ma boussole, mon or, ma lumière. Elle est même pas là pour entendre ça. Les cheveux les cheveux dans mes vents. Non, mais alors... de toute façon, moi, le samedi, il ne faut rien me demander, je vous dis. Hein, oui. Vous avez compris, vous inversez, puis vous comprenez. Ok, merci beaucoup les filles pour ces réponses. Et justement, je parlais des auteurs-autrices. Et est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont envie de poser des questions à Laura, Océane, Margherita? Alors, du coup, je ne sais pas si on a des micros. Bon, il va falloir parler fort. C'est possible qu'il y a un spin-off de Après la tempête sur, par exemple, non. On a fermé la porte et les fenêtres et tous les volets. Okay. La maison est verrouillée. Pour un personnage particulièrement, peut-être? Oui, j'ai bien compris. C'est toujours le même. J'ai envie d'écrire quelque chose sur lui parce que c'est un de mes personnages préférés que j'ai écrit. Le problème, c'est que je n'ai pas encore trouvé la bonne idée pour lui. Et je ne le ferai que quand je serai sûre. Et pour l'instant, je préfère le faire venir de temps en temps dans mes livres. Comme ça, vous en apprenez un peu sur ce qui devient. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas l'idée et tant que j'ai pas de place au planning et de voilà, peut-être un jour. Après, ça fait déjà 3 ans qu'on me demande. On va tenir encore un peu plus longtemps. C'est pas grave. Mais après, tu n'avais pas écrit une espèce de crossover à un moment? Oui, je fais des crossovers dans Bodyguard, dans le tome 4 de Bodyguard, et il revient. Et ils reviennent, les personnages de Après la tempête. Mais bien sûr, c'est vrai. Attendez, on est en train de me dire qu'il y a des gens ici qui n'ont pas lu Bodyguard, parce que moi je sors. Hein. Oui, ils reviennent. Et généralement, je fais ça quand je vous dis, quand j'ai envie qu'un personnage continue de vivre, mais que je ne sais pas encore quoi faire de lui. Si vous le revoyez souvent, c'est que, voilà, je suis en train de réfléchir finalement. Ok, oui. Du coup, pour rebondir, ça veut dire que dans Bodyguard, on a un crossover avec la suite de Puis soudain. Donc, on va le retrouver. Ils vont tout me faire. Hein. Oui. Là, ça a ouvert la porte. Alors, on a un crossover avec les personnages des Puis soudain dans le tome 2 de Bodyguard. Je l'ai fait. Mais c'est fini. Voilà. Là, c'est vraiment fini pour le coup parce que ils apparaissent dans un chapitre, les personnages. J'avais laissé la fenêtre ouverte, effectivement. Et voilà, en un chapitre, je vous ai dit qu'il était devenu ça, il avait fait ça, et il est heureux, et tout va bien. Voilà. Il y a eu un courant d'air, la fenêtre s'est refermée. Il y a eu un courant d'air, elle a tout est refermé. Okay. Oui, alors. Là, c'est pour Océane. Tu vas sûrement me détester pour la phrase que je vais dire, mais du coup, cap ou pas cap de sortir le spin-off sur Charity? J'ai envie de répondre cap, mais... C'est avancé. Mais ça dépend de mon planning. Non, honnêtement, j'avais très envie de l'écrire. Mais quand? Et où? Puis c'est vrai que c'est une question intéressante. Est-ce que ça vaut le coup de sortir un spin-off d'un roman qui est sorti à genre 4 ans, 3 ans? C'est quoi le délai en fait? C'est pour ça que je me suis dit, si en 2026 je vois qu'on me demande encore, je peux me laisser charmer. C'est ça ta jauge. Si on continue de te demander, c'est que tu peux. Quand plus personne demande, c'est fini. Faut exactement. Oui, c'est ça. Oui, au fond, tout là-bas. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, ça va. Ça va. Je voulais savoir si, en fait, est-ce que vous aimez vraiment écrire des spin-offs ou est-ce que vous pensez vraiment avoir refermé la fenêtre et ne plus du tout en faire sur d'autres livres? Ça dépend. Je sais pas. Je suis pas hyper emballée pour l'instant, mais sait-on jamais. Je disais non pour le premier spin-off. Je l'ai répété pendant 3 mois et puis après ça s'est fait. Donc on peut pas toujours être sûr de tout dans la vie. Donc voilà. Réponse plus vague, tu meurs. Moi, j'adore les spin-offs. Je transforme tout ce que je touche en saga. Je ne m'arrête plus. Moi aussi, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Et dans mon nouveau projet, ce que je suis en train de faire, c'est que... Et tout ça, c'est à cause de vous. Dans mon nouveau projet, ce que je suis en train de faire, c'est que justement, je veux m'assurer
que si je laisse quelque chose d'ouvert, c'est parce que je veux vraiment aller dessus. Et dans l'autre sens, de ne pas... Mais en fait, des fois, même quand il n'y a pas d'ouverture, vous en trouvez une. C'est ça qui est problématique. Parce qu'on m'a déjà demandé, tu veux pas écrire sur telle personne? Je me dis, mais pourquoi faire? Parce que moi-même, je ne saurais pas quoi écrire sur cette personne. Mais là, du coup, je l'envisage différemment en me disant, tu aurais la possibilité, en prenant cette partie-là, de pouvoir en faire un spin-off, ce serait sympa. Maintenant, vous allez devoir aimer celui que je vais aimer pour faire un spin-off. Vous n'avez pas le choix. Alors, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, ici. Vous dites que vous avez testé beaucoup de choses pour les spin-offs, c'est un peu une découverte de nouveaux mondes. Est-ce que c'est pas une sécurité en se disant on va faire un spin-off de quelque chose qu'on connaît déjà pour se dire si ça marche pas, tant pis, on n'a pas créé tout un nouvel univers pour rien d'autre? Non, je pense pas. Je pense vraiment que, comme on disait, Océane aime profondément ça, donc tu le fais vraiment pour ça. Moi, très franchement, j'ai pas fait beaucoup de spin-off. En 8 ans, j'en ai fait que 2, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, quand je réfléchis, il faut que je le sente vraiment, quoi. Et parfois, il s'est passé un peu de temps. Là, il se trouve que les bodyguards, avec le planning qui arrivait, c'était maintenant ou jamais. Donc, vu que j'avais à la fois l'envie et que le planning le permettait, ça a été là au milieu. Maintenant, très franchement, je pense que ce serait pire de se dire on fait un spin-off pour rester dans la sécurité, parce qu'à ce compte-là, on prend, à mon avis, le risque que ça ne fonctionne vraiment pas. À mon avis, c'est vraiment l'inverse. Parce que en fait, c'est plus risqué les spin-offs, clairement, dans le sens où ça marche généralement moins. Donc, on a l'impression que non, mais elle a raison. Mais ouais, c'est un risque en fait d'écrire des spin-offs parce que l'intérêt décroît, alors qu'un nouvel univers peut plaire à d'autres lecteurs. Donc non, le spin-off est un risque. Parce qu'un spin-off, généralement, on va dire qu'il sort l'année d'après au minimum. Oui. Donc en un an, il s'en passe des choses. Oui. Et alors qu'une saga qu'on enchaîne comme ça, voilà, c'est quand même plus sécuritaire, je pense. Oui. Donc non, à mon avis, c'est vraiment l'inverse. C'est plutôt challenge, au contraire, d'écrire un spin-off. Voilà. Ok, bon, donc plus de questions. Ok, oui. Est-ce qu'un spin-off sur la romance de Noël est possible? Ils ouvrent toutes les portes et toutes les fenêtres. Je te dis, même quand il n'y a plus de fenêtres, on ouvre. Alors, vraiment, là, pour le coup, c'est... Ah, mince. Non, parce que... je retournerai en romance de Noël, ça c'est sûr. Pour l'instant, je fais une petite pause. Pourquoi? On parle de la sœur de Zoé, j'imagine. On imagine ça, c'est ça? Oui, voilà. J'ai bien compris. La sœur de Zoé, il faut que je vous avoue un truc. La sœur de Zoé, elle est inspirée de ma propre sœur. Donc j'attends qu'il arrive des choses dans la vie de ma sœur. Comme par exemple, je sais pas, un mariage, un truc, enfin voilà, quelque chose qui me fait qu'on peut faire autre chose. Donc j'attends qu'elle vive un peu sa vie là-bas, parce qu'elle est là actuellement dans la salle. Hein. Je vous dis pas où, mais voilà. Du coup, elle se marre. Elle se cache même, ne dit rien. Et je pense que je vais aller dans une autre romance de Noël et Zoé restera toujours là quoi qu'il arrive. Et je sais que, vu que Noël, ça revient tous les ans, même s'il se passe 2-3 ans, c'est pas très grave si dans 2-3 ans, on a des nouvelles de Zoé et de sa famille. Pour l'instant, si je reviens à Noël, ce sera dans une autre histoire. Mais c'est possible. Franchement, c'est le vrai c'est possible pour cette histoire, oui. N'ouvrez jamais de porte. Alors attendez, parce que là... Parce que vous allez dire, mais elle ne fait que ça, mais Lily est inspirée de ma nièce, qui est là aussi. Mais en fait, toute ma famille ici. En fait, le festival, c'est un gang de wild. On est tous ici pour moi. Et c'est une enfant qui a à peine 6 ans. Alors, il va falloir que j'attende longtemps avant qu'il lui arrive des choses. Et je ne peux... Alors vraiment, vu que je me suis inspirée d'elle, je ne peux pas la projeter adulte. Et je n'arriverai pas à la projeter adulte tant qu'elle ne le sera pas. Donc je préfère attendre sur ma sœur. Et vu que mon beau-frère est assis dans la salle, si tu peux l'épouser très vite, ça m'arrange. On n'a pas que ça à faire maintenant, dépêche-toi. Hein. Bon ben voilà, on arrive au bout de cette masterclass. Donc merci pour vos questions. Quelle conclusion! Une magnifique conclusion, exactement. Et un grand merci aux autrices ici présentes, donc
Océane Ganem, Laura S.Y. et Margherita Gaviani. Merci, bravo les